Monsieur le Président de l'Union nationale des combattants de Castets, Monsieur le Président de l'Association des anciens et amis des groupes lourds, mon cher Marcel Gallet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est en tant qu'élu en charge du patrimoine que j'ai l'honneur et le plaisir de m'adresser à vous. Je dois tout d'abord vous dire que Monsieur le maire de Castets et président de la communauté des communes Côte-Land Nature est pris par une importante réunion au niveau intercommunal et nous rejoindra dès qu'il le pourra. En premier lieu, je vous remercie d'être venus si nombreux assister à cette conférence dont j'ai pensé qu'elle revêtait pour nous un intérêt certain puisqu'elle implique dans le cadre historique de notre pays le Castésien qu'est Marcel Gallet. Je souligne qu'en ce jour, Marcel est entouré de sa famille proche, dont son frère, officier supérieur de l'armée de l'air en retraite, est venu du Brésil pour la circonstance. Je ne vous présenterai pas Monsieur Olivier Lafaille, qui le fera mieux que moi s'il le juge opportun. Je me contenterai de vous dire qu'il est le petit-fils du pilote dont il a décrit la carrière et dont il nous parlera aujourd'hui, qu'il a occupé de hautes fonctions dans des sociétés à l'importance internationale telles que Safran, qu'il est colonel de réserve de la gendarmerie et chevalier de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur. Monsieur le maire n'étant pas là, je vais céder la parole au premier adjoint. À l'issue de l'intervention de Monsieur Lavaille, un pot de l'amitié vous sera offert par la municipalité. Je vous souhaite une bonne conférence dont je ne doute pas qu'elle sera enrichissante pour nous tous. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur Lafaille, Monsieur Gallet aussi. Nous sommes très heureux ici à Castets. Je voudrais excuser Monsieur le maire qui ne peut être là pour le moment. Mais nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est toujours très enrichissant. Alors je parle un petit peu pour moi parce qu'il y a quelques temps j'avais la place qu'occupe aujourd'hui Eliane et je m'occupais un petit peu de patrimoine et je sais un petit peu le travail que ça peut représenter. Donc c'est toujours très très enrichissant de savoir un petit peu l'histoire pour comprendre peut-être le présent et essayer d'envisager le futur. Très bonne intervention, Monsieur Lefebvre. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs les représentants de la mairie de Castets, je tiens tout particulièrement à vous remercier d'avoir eu l'initiative, et ainsi qu'à la famille Gallet de cette conférence, de cette réunion, à laquelle vous êtes venus si nombreux. Vraiment, ça nous fait très, très chaud au cœur. Je voudrais également remercier d'autres organismes qui ont sponsorisé cet événement. Les anciens élèves de l'école de l'air, le président de l'amicale des anciens et des amis des groupes lourds, M. Bogart, qui est ici, notamment. Mais avant de commencer mon propos, je vais demander à M. Bogart, donc président des anciens et des amis des groupes lourds, de venir dire un petit mot parce que dans un instant, nous ferons une minute de silence parce que au moment où nous commençons cette conférence, commencent au même moment les obsèques de M. Berthomé, qui était un des 4 derniers survivants des groupes lourds
et qui malheureusement nous a quittés la semaine dernière. Paul, veux-tu décrire en quelques mots la trajectoire de M. Berthomé? Merci Olivier. Monsieur Berthomé est décédé le 24 octobre, donc la semaine dernière. Il était l'un des 4 derniers survivants des groupes lourds, donc naviguant depuis la base d'Elvington. Il était au poste de radio dans l'avion Halifax qui est devant vous. Il était dans le groupe Tunisie, qui était le 347e squadron de la Royal Air Force, dans le Bomber Command. Il a effectué 34 missions de guerre, donc un tour d'opération, et il est ensuite parti en Indochine. Il a fait également la guerre en Indochine sur B-26. Et dans la vie civile, il a eu la particularité d'occuper la fonction de maire de son village de Saint-Seurin-sur-l'Île pendant 48 ans. Voilà. Donc, c'est une grande longévité et à 98 ans, il était encore maire. Et il est décédé donc la semaine dernière à 101 ans. Et ces obsèques ont lieu cet après-midi, et c'est pour ça que certaines personnes ne sont pas là. Moi, j'ai voulu rester ici et représenter l'association des groupes lourds auprès de M. Gallet. Voilà. Alors, peut-être maintenant, c'est la minute de silence. Si on peut vous demander de respecter une minute de silence à la mémoire de M. Marcel Berthomé. Il y a peu de temps qu'il avait été décoré à la base de Mérignac, au mois de mars. Donc je vais vous amener dans un voyage dans l'histoire qui va vous raconter une histoire de passion, celle du ciel, celle de l'aviation, qui est un des bons moyens d'y aller. Un moment d'histoire aussi, qui va vous plonger plusieurs dizaines d'années en arrière, un siècle, et qui va vous rappeler ce qu'ont vécu tous ces hommes, parce que c'était essentiellement des hommes, qui se sont engagés par passion pour le ciel et par devoir. Et ça, ce travail que je vais vous présenter a été fait à partir de lettres qu'avait conservé ma sœur et que mon grand-père a adressé pendant toute la guerre à mon père qui était lui en Tunisie. Et c'était donc un dialogue à distance, dans le temps et dans la géographie, entre un père et un fils, un père qui avait près de 40 ans et un fils qui avait 12-14 ans. Et c'est ce dialogue qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre parce que, à travers ces lettres censurées par la Royal, par la poste anglaise, et on était en temps de guerre, ce qui était normal. Donc à travers ces lettres, on voit toute une façon de vivre et d'exprimer en même temps, autant que faire se peut, ce qu'étaient les moments que vivaient ces pilotes, ces équipages qui s'étaient engagés, mais ça je reviendrai tout à l'heure. Donc les lettres au ciel, donc c'est sur papier bleu comme il se doit, et c'était celles que les équipages envoyaient à leur famille. Cette histoire, c'est donc fondée sur la relation d'un père et d'un fils. On voit ici, en 1936, à Avord, au pied d'un avion de l'époque, donc au centre. Donc vous avez le lieutenant, non, il était encore adjudant-chef Lafaille et le petit Jackie, avec les autres membres de l'équipage. Je vais commencer par vous évoquer ce qu'était la formation des pilotes. À l'époque, il y a un siècle, au début des années 1920, au sortir de la guerre, il n'y avait pas d'école de l'air. Il n'y avait d'ailleurs même pas d'armée de l'air. C'était l'armée de terre qui avait une composante
aérienne qui ne s'appelait pas encore armée de l'air. Il n'y avait pas d'école de l'air telle que nous la connaissons aujourd'hui. Par contre, il y avait des écoles qui étaient conventionnées avec le ministère de la Guerre, et c'était le chapitre 13 du budget de la guerre, qui était en charge de ces écoles. Et ces écoles, elles étaient au nombre de 8, dont une qui se trouvait à Angers. C'était toutes des écoles privées, avec une forte participation de militaires venant de l'armée de la composante aérienne de l'armée de terre. Et la convention qui avait été passée, qui avait été dessinée en 1922, c'est-à-dire assez tardivement, ça consistait à faire en sorte que, puisque la formation d'un pilote prend du temps et que le service militaire ne durait que 18 mois, on faisait en sorte que les jeunes qui s'intéressaient à devenir pilotes puissent avoir un engagement par anticipation et puissent passer leur brevet de pilote avant même de rejoindre le service militaire. Et ils souscrivaient un certain temps, c'était de l'ordre de 5 ans, d'engagement dans les armées. Ce sont d'ailleurs les chiffres qui n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui par rapport à ce qui se passait à l'époque. Et donc il y avait cette école à Angers, et vous ne voyez pas apparaître Salon de Provence, qui est aujourd'hui le site de l'école de l'air. Ça n'existait pas encore. Il y avait une base à Istres, pas très loin, où on formait en opération les pilotes, mais ça se passait dans ces écoles. Et il y avait l'école d'Angers. Et comment on y arrivait? J'ai un peu de mal avec... Voilà. Alors, on y arrivait, il fallait avoir 18 ans le jour du début des cours, donc on pouvait même anticiper avant avec une autorisation paternelle pour se présenter. Il y avait un concours où en gros on demandait à des élèves qui avaient passé le certificat d'études de savoir lire, de savoir écrire, et surtout d'avoir des aptitudes physiques telles qu'ils pouvaient envisager de devenir pilote. Donc la plus grande élimination, après les aspects intellectuels, se faisait sur les aspects physiques, et les médecins avaient le dernier mot sur la sélection. Donc là, quand on cherche dans les archives, on trouve toutes les questions qui pouvaient être posées aux élèves à l'époque. Une fois qu'on rentrait, à l'école d'Angers, c'était une promotion d'une vingtaine d'élèves. Il y en avait autant dans les autres écoles, donc vous voyez, ça faisait pas beaucoup de pilotes, hein, ça faisait 160 par an, pas plus que ça. On rentrait, et là, on était dans environ, pour une période de 5 à 6 mois, le temps d'avoir son brevet. L'école d'Angers a commencé en 1924. Mathieu a fait partie de la première promotion. Aujourd'hui, je suis bien incapable de vous dire quels étaient les autres membres de la promotion, parce que toutes les archives de l'école d'Angers ont brûlé en 1940 devant l'arrivée des troupes allemandes. Et c'est à peu près la même chose dans les autres écoles. Et on ne trouve pas, je n'ai pas trouvé en tout cas, dans les archives de l'armée de l'air, de l'armée de terre, dans les archives des journaux officiels, je n'ai pas trouvé la trace de tous les noms de la promotion. J'ai interrogé le musée d'Angers, je vous incite à aller voir, qui est vraiment remarquable. Personne n'a la trace aujourd'hui. Je crois être le premier à avoir identifié un des membres de cette promotion. Et donc dans cette promotion, on avait affaire à des jeunes qui étaient passionnés, qui avaient envie de devenir pilotes et qui avaient trouvé à la lecture de journaux, à l'époque comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de journaux, et des journaux spécialisés, qui parlaient de l'armée de l'air, qui parlaient de l'appel du ciel, des missions, des débats qu'il y avait à l'époque. Et donc les jeunes lisaient ces journaux, et puis ça les aiguillait vers ces trajectoires
qu'il fallait suivre pour que leur passion, leur rêve, puisse devenir cette réalité. Et cette photo, je crois, montre bien la dimension du rêve que représente le ciel et la passion que suscite l'aviation. Voici la photo de la première promotion d'Angers avec l'encadrement militaire et civil, les cours tels qu'ils se passaient sur le champ d'Avrier qui est à côté d'Angers, où on apprenait donc avec des maquettes comment se situer dans l'espace et comment il fallait conduire ces opérations. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel en 1924, c'est que la première promotion des élèves d'Angers a été doublée par une autre promotion qui était des élèves pilotes chinois. Et c'était la première fois que des élèves pilotes chinois allaient à l'étranger. Et ils sont venus en France avec des bourses du gouvernement français qui s'était aperçu qu'à l'époque, il n'y avait pas de politique chinoise, alors que nous avions une frontière avec l'Indochine. Et pour faire pièce à la rivalité avec nos amis britanniques, il fallait faire ce qu'avaient fait les jésuites dans les siècles qui avaient précédé, c'est-à-dire s'adresser aux meilleurs Chinois et faire venir des membres de l'élite chinoise pour venir se former en France. Et donc là, vous avez une photo, je crois que c'est la seule qui existe, et qu'on a retrouvé dans les affaires de la famille, avec la promotion chinoise. Alors je vous disais il y a un instant qu'on n'a pas les noms des Français, mais nous avons les noms des Chinois. Et les noms des Chinois, tenez-vous bien, je les ai eus grâce à l'armée de l'air de Taïwan, qui a récupéré toutes les archives de l'armée de l'air d'avant 1949 et qui les a amenées à Taïwan. Et en 15 jours, il m'avait sorti toute la liste. Ce qui montre, ils ont quelques siècles de gestion bureaucratique, mais on peut voir que c'est très efficace. Donc vous avez cette promotion. L'un d'eux deviendra d'ailleurs un parent de la famille, parce qu'il va épouser une cousine de ma grand-mère, et elle partira le rejoindre avec le transsibérien à l'âge de 16 ans en Chine. Il était basé dans le nord de la Chine. Et il était commandant en second de l'embryon de l'armée de l'air chinoise. Après ça, pour finir la parenthèse sur les relations avec la Chine, grâce à ça, la France va envoyer un attaché de l'air en Chine avec l'espoir de vendre des avions à l'armée de l'air chinoise. Il y en aura quelques-uns de vendus, beaucoup moins que d'avions américains ou anglais, mais il y en aura quelques-uns. Et ça durera jusqu'à 1936. Et là, devant l'avancée des Japonais en Chine, il faudra revenir en France. Voilà, donc, petit incident de l'histoire. Et je vous avoue, quand je suis allé voir l'ambassadeur de Taïwan en France, il ignorait complètement cette dimension-là. Il en a été très content. C'était pas simple pour les Chinois, parce que l'argent que promettait la France n'arrivait pas, donc il fallait emprunter auprès des banques. Il y a eu des histoires incroyables, mais ils n'en ont pas tenu rigueur, parce qu'ils ont quand même fini par acheter quelques avions après. En 1924, donc, vous avez ici le premier carnet de vol. Chaque pilote, chaque membre d'un équipage a un carnet de pilote. Un carnet où tous ces vols sont répertoriés avec les équipages, les dates, les types de missions, etc. Et là, vous avez un exemple du premier carnet de vol que nous avons réussi à préserver. Et donc, à l'intérieur, vous avez toute la description des différents types d'appareils qui sont utilisés, etc. Mais je vous en ferai grâce. Donc les formations se passaient à bord de ce type d'avion. Ça continuait ensuite, une fois qu'on rejoignait l'armée, là le choix avait été fait d'aller à Avord. La raison était toute simple, c'était que sa promise habitait à Saumur, pas très loin,
alors qu'initialement il devait partir à Istres. Mais c'était des Breguet 14 qui étaient utilisés, et c'était les premiers temps d'Avord en tant que centre d'information de formation après la guerre. Voilà, donc ça c'est une autre photo du même appareil avec la formation en vol. Donc là c'est vol tout seul. Voilà, donc là on revient, c'est vraiment des temps préhistoriques, ça a 100 ans ces photos. Voilà, de même. Et pendant une dizaine d'années, donc à Avord, ce furent des entraînements à la navigation, au bombardement. À l'époque, les pilotes passaient non seulement le brevet de pilote, mais passaient d'autres examens. Par exemple, ici, dans le cas d'espèce, il y avait un diplôme de mécanicien, puis après un diplôme de navigateur. Donc c'était des choses qui étaient extrêmement complexes, importantes. Et le diplôme de mécanicien se passait à Bordeaux, à Cazaux pour être plus précis. Aujourd'hui, ça a émigré à Rochefort, mais c'était l'origine, pour tous ceux qui sont dans l'armée de l'air, voici comment ça se passait à l'époque. Alors, l'armée de l'air, à l'époque, tenait compte d'un certain nombre de choses et permettait de faire des vols aux épouses. Alors, j'aurais dû faire, avant de faire ça, la façon dont mon grand-père avait séduit ma grand-mère, c'est en faisant des vols depuis Angers vers Saumur, d'aller se poser sur un pré, d'aller l'embrasser, puis de repartir. Ce qui causait quelques émoi, et il avait réussi quand même à entraîner l'adhésion et de la promise et de toute la famille. Et j'ai retrouvé des personnes dans ce petit village de Maine-et-Loire qui se souviennent avoir entendu parler de ces vols tout à fait étonnants dans un lieu où l'avion venait se poser qui s'appelait la Prée. Mais ici, nous sommes au début des années 30 sur un Morane. Donc Mathieu a pu emmener sa femme à l'époque, mais avec un ordre de mission extrêmement précis, avec autorisation, la plage horaire, le parcours. Et donc à l'époque, c'était envisageable. Alors, évidemment, ça ne faisait que renforcer les liens du couple. Alors, dans le même temps où les pilotes s'est formés, il y avait des débats très importants dans la presse, dans le milieu politique, dans les armées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas encore d'armée de l'air. Il n'y avait pas, par conséquent, de véritable doctrine. Dans les années 20, le ministre, pour l'essentiel, c'était Pétain. Et Pétain, c'était un terrien. Il recevait des rapports en quantité sur la nécessité de créer une armée de l'air. Il recevait des rapports sur la doctrine d'emploi des forces, mais ça n'a jamais passé avec lui. Or, à ce moment-là, et vous verrez que ça va nous ramener à des épisodes que Marcel a bien connus, il y a eu des écrits extrêmement importants. Le premier, sur ce côté-ci de l'écran, qui a été écrit par un général italien. Les Italiens étaient très en pointe en matière de doctrine militaire, notamment dans la composante aérienne. Et la doctrine de Douai, le général italien, ça consistait à prévoir des bombardements de masse pour annihiler les forces adverses, et notamment les lieux de communication, les lieux de logistique, toutes choses dont on entend parler aujourd'hui, malheureusement, au quotidien, dans l'actualité. Et influencés par ce général italien, les Américains ont poursuivi cette réflexion et ont mis en place toute une doctrine qui a consisté à créer une armée de l'air facilitant, promettant le bombardement. En France, on n'était nulle part. Parce qu'une fois que vous avez promu la doctrine, il faut que derrière, il y ait les équipements. Et développer un avion, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend quelques années, déjà à l'époque.
Donc en France, on était ici dans un des centres essentiels de l'armée de l'air, donc à l'école pratique d'abord, avec ce type d'appareil. Ça, c'était surtout pour le bombardement et l'observation, et c'était des bimoteurs. Les Américains, comme les Anglais, dès la fin des années 20, réfléchissaient à la création de quadrimoteurs, parce que les quadrimoteurs étaient l'arme idéale pour des bombardements de masse, comme on verra tout à l'heure. On saute un peu le temps, on arrive dans les années 30. La France avait un grand territoire à l'époque et avait la vocation de contrôler une partie de la Méditerranée. Et en Tunisie, il y avait une base à Bizerte, dont vous voyez l'état dans les années 35-37, que Mathieu Lafaille va rejoindre à la faveur d'une réforme. Donc, vous le voyez ici, là, il est jeune sous-lieutenant, avec le reste des pilotes du groupe 1/25e, qui plus tard deviendra le groupe Tunisie. Là aussi, je crois que c'est une photo qui est assez unique. Je ne suis même pas sûr que l'armée de l'air ait cette photo aujourd'hui. Et je suis bien incapable de vous donner les noms des autres pilotes. Ce qui s'était passé dans les années 30, c'est qu'il y a eu un grand ministre qui s'appelait Pierre Cotte. Pierre Cotte, qui était un homme de droit, un notaire, est devenu pour la première fois, un député de Savoie, est devenu pour la première fois ministre de l'air en 1933. Et à son initiative ont été créées 3 institutions absolument fondamentales. On a créé l'armée de l'air. Enfin, la Royal Air Force existait depuis 1917. L'armée de l'air italienne depuis la même date. Les Américains avaient créé aussi à la même date. Nous, il a fallu attendre 15 ans avant de créer l'armée de l'air. Au même moment, au mois d'août 1933, on a créé l'école de l'air, ce qui était absolument indispensable. Et donc, toute la formation qui était éparpillée dans différentes écoles a été regroupée dans les formations dispensées à Salon de Provence. Et la troisième chose qu'il a créée, toujours à l'été 1933, ça a été Air France. Donc un grand ministre. Et ce ministre va de nouveau se retrouver en position de ministre en 1936. Et en 1936, bon, il y en a qui commencent à envisager que ça pourrait très mal se passer avec l'Allemagne. Donc, on se rend compte que du côté de l'aviation, on a quelques retards. Retard en matériel, retard en formation des pilotes, retard en nombre d'officiers. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait à peu près un officier pilote qui pilotait réellement pour 5 ou 6 sous-officiers qui pilotaient. Donc ce qu'a fait Cotte, c'est qu'il a créé, il n'a pas créé, il a nommé 392 sous-officiers officiers. Et ça, c'était une vraie révolution, parce que ça permettait d'avoir une certaine mixité sociale au sein de l'armée de l'air. Et puis, parce que c'est une arme très technique, l'armée de l'air, c'est très différent des autres. Et donc, on avait des gens qui venaient qui savaient de quoi ils parlaient, et qui pouvaient utiliser les équipements modernes qui pouvaient être mis à leur disposition. Cotte va faire une autre chose, c'est qu'il va créer une école populaire de l'aviation, ce qui va servir beaucoup plus tard, enfin, quelques années après, pendant la guerre, parce que plein de jeunes en France auront eu des diplômes de formation, des diplômes de pilote, et on va en retrouver pas mal pendant la guerre, qui seront passés dans ces écoles populaires qu'avait créé le ministre Cotte. Donc un très grand ministre, un peu oublié aujourd'hui, mais à qui le monde de l'aviation française doit beaucoup, à la fois dans le militaire et dans le civil. On approche de la guerre. En 1939,
ça bouge pas mal, comme vous le savez. Les Allemands envahissent la Pologne. Donc, vu les accords que nous avions avec les Alliés, polonais en premier lieu, eh ben, on se retrouve entraîné dans la guerre. Et quand on était en Tunisie, on passait son temps sur ce type d'avions qui étaient des blocs 200. Donc, les blocs, c'était les Dassault, hein, les avions Marcel Dassault de l'époque. À faire des patrouilles, surtout pour identifier les sous-marins allemands et les mouvements de la marine allemande en Méditerranée. Et puis c'est la drôle de guerre, il ne se passe pas grand-chose. C'est un temps qui est mis à profit pour essayer de sortir un maximum d'avions modernes, français, à cette époque-là. Et en mai 40, les équipages qui sont en Tunisie viennent en France, à Cazaux, pour se former sur le dernier bombardier français, qui est un bimoteur, parce que la doctrine s'était donnée vers le bimoteur, on n'avait pas pris la doctrine du bombardement massif côté français. Et donc, à Cazaux, les équipages ont quelques jours, 2 semaines, pour se former sur ces nouveaux appareils, qui étaient très différents de celui que je viens de vous montrer. Il y avait des techniques à bord, par exemple, pour bombarder, qui étaient radicalement nouvelles. Il fallait absolument apprendre comment le faire. Donc, ces équipages se forment à Cazaux, à toute vitesse. Et puis, donc ça, c'est au mois de mai 40. Et en juin, ce sont les premières opérations. Donc là, les équipages en la matière, ceux qui venaient de Tunisie, se retrouvent basés à Istres, et eux vont faire des bombardements en Italie. Et parce que les Italiens venaient d'entrer en guerre, parce qu'ils voulaient, bien sûr, Mussolini voulait sa part de gâteau du territoire français, à savoir le comté de Nice. Donc là, il y a 2 missions qui sont répertoriées dans l'histoire, auxquelles mon grand-père a participé. Et c'est le seul dont les bombes ont atteint leur objectif. Et c'était sur Turin, sur des usines de Fiat. Fiat étant le grand motoriste et avionneur italien de l'époque. Mais 18 juin arrive, vous savez ce qui se passe. C'est la fin de la guerre, temporairement. Et il reste très peu de jours pour préparer la suite. Préparer la suite, ça veut dire qu'il faut rapatrier des avions. Donc il faut absolument que l'armée de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord, puisse avoir des moyens pour un jour pouvoir reprendre le combat. Donc pendant quelques jours, les équipages vont être soumis à un rythme absolument effrayant, où ils vont passer leur temps à surveiller la Méditerranée pour ramener des avions. Ils pouvaient aller jusqu'à 3 missions par jour, ce qui est considérable. Et l'état physique de ces hommes, ils étaient ramassés à la cuillère au bout de quelques jours. Mais ils ont ramené tout ce qu'ils ont pu. Là, vous voyez un exemple, ils ont l'air d'ailleurs un peu fatigués. Des avions qu'ils ont ramenés, dans l'espoir de pouvoir reprendre le combat le moment venu. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le combat, effectivement, allait reprendre très vite, mais ça allait se faire sous les ordres de Vichy, qui pilotait la Tunisie, et les soldats, ça doit obéir. Ils étaient tous restés en Afrique du Nord en disant bon, on va reprendre le combat et on va maintenir les équipements en l'état. Ils vont être engagés au mois de septembre 40 contre les Britanniques à Gibraltar, en riposte à Mersa-el-Kébir. Et là, la marine va se plaindre parce que, comme par hasard, les bombes de ces avions tombent dans l'eau et font des bourrons. Et dans les archives, on trouve plein de plaintes
du commandement suprême français, du ministère, de la marine, qui était basé notamment au Maroc, qui se plaignent que ça a servi à rien, parce que les pilotes n'en faisaient qu'à leur tête et ne visaient pas là où il fallait viser. L'année suivante, en 1941, il se passe un drame. En juin 1941, les Allemands veulent accéder au pétrole d'Irak. Donc, pour accéder au pétrole d'Irak, il faut passer par le Liban et surtout la Syrie. Mais, pour arriver là-bas, l'Irak était sous domination britannique, et il y avait de nombreuses troupes australiennes, canadiennes et britanniques. Les Allemands vont laisser faire le sale boulot aux Français. Et donc, en 1941, on envoie les 13 équipages de Tunisie en Syrie. Et là, pendant un mois, ça va être une bataille terrible, avec des missions quotidiennes, parfois 2 par jour. Sur les 13 équipages, il y en a 4 qui rentreront au bout d'un mois. Et c'est un épisode qui est peu mentionné dans les livres d'histoire, parce que ça a été aussi une guerre fratricide entre Français. Beaucoup de Français se sont battus entre eux, au point que De Gaulle va décider que toutes les citations seront effacées des dossiers, qu'il n'y aura aucune médaille, ni pour ceux qui se battaient côté vichiste, ni pour ceux qui se battaient côté gaulliste. Et de ce fait, cet épisode a été occulté dans notre histoire. Il a été dramatique. Après 1941, on ne faisait pas trop confiance aux armées françaises en Afrique, et les avions se sont retrouvés cloués au sol. Les pilotes n'avaient droit qu'à faire 4 heures de vol par mois. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment pas grand-chose. Et alors les pilotes instructeurs essayaient de grappiller tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'avaient pas beaucoup d'essence, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour détourner l'attention des Allemands et des Italiens qui contrôlaient tout ça. Mais ces pilotes étaient déterminés à reprendre le combat. D'autant plus que le chef de la base de Tunis, Bergerot, à La Ouina, était une espèce d'officier de liaison avec les Britanniques et les forces françaises à Londres. Et donc il avait refusé, lui, de partir tout de suite à Londres et préparer dans l'ombre, avec d'autres officiers supérieurs en Algérie notamment, les événements à venir et le futur débarquement. Et en 1942, va avoir lieu l'opération Torche tout à Tunis. Et ils partent. Unanimement, leur patron, le colonel Bergerot, leur a dit « Qui vient avec moi ?» Ils ont tous dit « On y va ». Et donc, ils vont échapper à quelques heures près à l'arrivée des Allemands. Et ils vont prendre tout un périple dans les différents aérodromes de dégagement pour rejoindre les troupes alliées qui les voient arriver en disant « Mais qui êtes-vous » Ils leur disent « On vient vous rejoindre, on va se battre avec vous. » « Ah bon, on n'a pas besoin de vous. » Et alors là commence pour les pilotes, et bientôt Marcel va pouvoir parler, et là commence une période d'attente. Et cette période d'attente est une période angoissante parce que ces hommes qui se sont engagés, qui sont des parias, qui ne sont pas des gaullistes, qui ne sont pas des vichistes, qui sont des patriotes, se demandent mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils voient que dans les états-majors, il y a des batailles sans nom entre deux écoles de pensée. Celle des aviateurs qui disent la priorité au bombardement, au ciel, la maîtrise du ciel, etc., pour qu'ensuite il puisse y avoir un déploiement des autres forces. Et puis celle de l'armée de terre, incarnée par le général Giraud, qui commandait à Alger,
qui consiste à concevoir l'aviation uniquement comme une force d'artillerie. Et donc, vous avez un problème de doctrine qui s'oppose. Mais ce problème-là est doublé par un autre problème qui est l'affrontement politique entre officiers vichistes qui retournent très vite leur veste et puis les gaullistes. Et là, il y a les archives le montrent de façon très éloquente. Vous avez des batailles absolument picrocolines. Vous avez des officiers vichistes qui ont essayé de contrôler les escadrilles qui sont parties de Tunisie, d'autres du Maroc qui arrivent également. Ceux de Tunisie vont s'opposer de la façon la plus ferme à la nomination d'officiers vichistes, qui ont d'ailleurs, entre parenthèses, maquillé beaucoup de choses, pour affirmer leur volonté de continuer la guerre. Mais alors là, ça ne va pas se passer de façon très simple. Au bout de 2 mois, les Alliés ont quand même besoin de compléments, parce qu'ils ont plein de missions à assumer. Donc là, ils redemandent aux Français, à ces pilotes du groupe Tunisie, on appelait encore la 25e, d'effectuer quelques missions. Puis ça se passe bien. Et puis, je fais vite, parce que dans le détail, c'est plus compliqué. Ça se passe pas mal. Et là, ils vont être engagés à bord de leurs avions pour des missions de bombardement, notamment sur la Tunisie et la Libye. Et ces missions de bombardement, pour vous donner un ordre d'idée, ça se passait parfois à moins de 2 km de l'endroit où vivaient les familles. Et la précision de l'époque, elle n'était pas, malgré les équipements qu'ils avaient, c'était moyen. Mais savoir qu'on va bombarder éventuellement sur sa famille, c'était quelque chose qu'ils avaient tous dans leur esprit, mais ils y allaient. Ils le savaient. Ils n'avaient aucun moyen de prévenir. Et ils allaient bombarder les Allemands et les Italiens. Donc, là, à partir de ce moment-là, cet engagement va conduire les Britanniques à proposer à l'armée de l'air française, qui est en voie de reconstitution, mais avec des officiers et des généraux qui étaient de vrais patriotes aussi, de constituer 2 groupes de bombardiers lourds dans la Royal Air Force. Et la décision ultime sera prise après le vol de l'Air Commodore Sinclair, qui était le patron de toutes les forces aériennes alliées sur l'Afrique du Nord, à bord de l'avion du lieutenant Lafaille. Donc pendant 1 heure, ils n'ont plus échangé. Le général, l'Air Commodore, a pu tester ce que les Français avaient en tête. Et donc, la proposition a été faite. Et les Français ont accepté, bien sûr, mais ils ont accepté de façon un peu forcée, parce que les Anglais et les Américains leur ont dit, on les prend, mais c'est la doctrine et la formation britannique qui s'appliquent. Alors que l'état-major français, De Gaulle en tête, voulait avoir tout à fait son, pas indépendance, mais son autonomie. Et là, c'était non. Et c'est là que ces équipages vont partir et que les Britanniques et les Américains vont faire des campagnes pour recruter et faire en sorte que ces équipages arrivent en Grande-Bretagne. Et c'est là que Marcel, qui a 17 ans, qui a une autorisation parentale, rejoint ces groupes qui vont partir en Grande-Bretagne. Alors Marcel, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur la façon dont ça s'est passé, le départ vers la Grande-Bretagne, sur le bateau, sur le périple, et puis l'arrivée dans la formation britannique, l'accueil des Britanniques, parce que les Anglais vous ont accueillis, et puis vous ont tous aiguillé vers vos différentes écoles dans lesquelles vous alliez apprendre. Voilà, donc c'était les 2 groupes lourds qui ont été formés, les groupes 346 et 347, avec l'ordre
de création de ces groupes. Là, c'était les formations donc, qui allaient être dispensées, et chacune des fonctions avait son propre insigne. Et donc, Marcel, c'était l'organer qui est ici. Marcel, vous voulez dire quelque chose sur cette époque? Là, c'était les cycles de formation donc pour chacune des composantes de l'équipage. C'était fait de façon extrêmement stricte. Et pour les pilotes français, les équipages français qui avaient fait la guerre, se retrouver de nouveau à l'école, ça a été extrêmement difficile pour beaucoup. Et beaucoup se sont demandé qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces formations. Alors ils apprenaient l'anglais, parce qu'il n'y avait pas un qui parlait l'anglais. Ils apprenaient les technologies de l'époque, le maniement des différents appareils et la doctrine, parce que c'était une mécanique de précision que les Anglais et les Américains avaient mis en place. Ici, vous avez Marcel, il y a quelques années. Voilà, en haut, à gauche. On va raconter beaucoup de choses sur cette époque lorsque vous êtes arrivé en Angleterre, le contact avec les Britanniques, l'accueil plutôt sympa des jeunes filles britanniques, la voiture que vous avez eue par la suite, et les formations que vous aviez. Donc voilà, donc Marcel, c'était un des plus jeunes, hein, il avait 17 ans. Formidable ce qui a été fait. Donc, après ces périodes de formation, les pilotes, les équipages vont se retrouver dans les escadrons opérationnels de ce qu'on appelait le Bomber Command, qui avait été créé en 1936 par la Royal Air Force, et sur la base d'Eldington, qui est à côté de York, au centre de l'Angleterre. Et pendant la guerre, ce sera la seule base intégralement française en Grande-Bretagne. Il y aura simplement 2 officiers de liaison britanniques, plus les services de renseignement britanniques, bien sûr, pour préparer les pilotes aux missions. Et donc ce Bomber Command a été vraiment l'instrument majeur l'un des instruments majeurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été conçu après les travaux de ce général italien dont je vous parlais tout à l'heure, par les Britanniques, qui par la suite ont conçu des avions comme celui-ci, qui est un quadrimoteur à Halifax. C'est un avion de 30 tonnes. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc, le pilote se trouve ici, le mitrailleur se trouve au-dessus, et c'est là où était Marcel. Et c'était des avions qui pouvaient emporter jusqu'à 6 tonnes de bombes pour des missions qui pouvaient faire de 10 à 12 heures. Bon, on reviendra tout à l'heure sur les missions. Et aujourd'hui, la base Eldington conserve fidèlement le souvenir de ces équipages français. C'est aussi un des hauts lieux de l'aéronautique britannique parce qu'il y a un fantastique muséum d'aviation dans cette base. Alors les équipages étaient au monde composés de 7 personnes, donc il y avait 2 mitrailleurs, un navigateur, un pilote bien sûr, un bombardier, un radio, et autant on a beaucoup de photos avant la période anglaise, autant pendant la période anglaise, on en a peu. Pourquoi? Parce que les Britanniques
était extrêmement strict et les photos étaient interdites, sauf les photos officielles. Donc ce que je peux vous montrer, ce sont simplement des photos autorisées, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Tout simplement, les appareils photo étaient bannis, si je ne me trompe pas, Marcel, des bases à partir desquelles les opérations étaient quotidiennement conduites. Et ce type de photos, vous l'avez pour chacun des équipages des groupes Tunisie et Guyane. Les équipages sont arrivés à Elvington après 7 à 8 mois de formation en fin mai, début juin 1944. Les premiers vols du Tunisie, alors, les premiers vols ont commencé par le groupe Guyane, qui d'ailleurs, et c'est notre fait malheureusement peu connu, va participer au bombardement dans la nuit du 6 juin sur les batteries allemandes en Normandie. À Grand-Camp-Mézy, c'est là d'ailleurs se trouve un monument à la mémoire de ces équipages. Le groupe Tunisie va commencer peu de temps après, et Marcel m'a raconté que mon grand-père manquait d'un mitrailleur. Marcel va le voir, discute avec mon grand-père. La différence d'âge entre Marcel et mon père n'était pas très grande, donc il y avait une relation un peu filiale qui se crée. Et puis Marcel va participer, vous voyez son nom parmi les membres de l'équipage aux premières missions de guerre. Mission de guerre, ça va commencer à aider bien sûr les troupes alliées en Normandie et en Bretagne, et aller bombarder notamment les Panzer Division SS qui étaient dans le secteur pour empêcher qu'elles ne viennent assaillir les troupes alliées. Et Marcel, vous m'avez raconté que les vols se faisaient tellement bas, les bombes étaient lâchées de tellement peu haut, que le souffle faisait remonter l'avion. Et que c'était donc des missions extrêmement périlleuses, dangereuses, rapides, audacieuses. Et vous avez participé à ça en scrutant le ciel, bien sûr, et en faisant équipe, parce que quand je vous ai demandé comment vous vous sentiez à bord de cet avion, il me disait que c'était une équipe. Et chacun avait confiance dans l'autre. Et les liens étaient très forts. Donc, vous m'avez raconté des choses que je n'avais jamais entendues. Et donc, c'est un témoignage que j'ai repris dans le livre, bien sûr, parce qu'il est rare. Il est très rare. Donc, alors, après le mois d'août consacré à les bombarder en France les forces allemandes, viendra un épisode qui se déroule en Belgique dans le mois qui suit. Les Alliés attaquent dans le nord de l'Europe, et il faut absolument avoir du carburant et des équipements mis au service des troupes à terre. Et vous m'avez raconté, Marcel, que vos avions, l'avion dans lequel vous étiez, notamment avec mon grand-père, amenaient des flux de pétrole, et c'était tellement fort comme odeur dans l'avion que vous voliez toutes fenêtres ouvertes. Donc imaginez, je sais pas, 3000 pieds ou 4000 pieds, aller voler dans ces conditions, et où vous faisiez plusieurs rotations par jour. Parce que c'était la condition d'aide aux troupes au sol. Et c'était vraiment des conditions assez difficiles que celles d'être convoyeur du ciel dans ces circonstances. Chaque mission faisait l'objet d'un rapport de la Royal Air Force. Vous en avez un exemple ici. Et dans chaque mission, puis on décrivait ce qui s'était passé. Bon, c'était assez résumé. S'il y avait des pertes, on le mentionnait. Donc là, il y avait un autre exemplaire. Et il y avait une espèce de double qui était envoyé
par l'armée de l'air, qui était envoyé à l'armée de l'air en français. C'est un peu la même chose, mais il y avait un doublon, parce que même si les équipages étaient sous commandement opérationnel britannique, administrativement, ils étaient rattachés aux forces aériennes françaises libres à Londres. Donc là, on faisait chaque jour le rendu. Alors, ça ne se faisait pas de façon facile, les relations avec les gaullistes et avec Londres. Pourquoi? Je vous ai rappelé tout à l'heure que ces équipages qui venaient d'Afrique du Nord, de Tunisie en particulier, ce n'étaient pas des vichistes et ce n'étaient pas des gaullistes. Et donc, quand ils sont arrivés en Angleterre, sous le commandement britannique, ils ont été considérés comme des gens à part. Et donc, quand les équipages allaient en permission à Londres, et qu'ils allaient pointer ou apporter leur courrier à expédier depuis les sièges des forces françaises, ils se rendaient compte qu'il y avait une espèce de discrimination à leur égard. Au point que vous avez ce type de courrier qui a été envoyé par le patron de la base de l'époque, qui se plaint du mauvais traitement infligé en termes de médailles, de promotion, de salaire, de versement de soldes. Les soldes étaient versés avec plusieurs mois de retard. Et les types se battaient. Et donc, il y a eu ce type de courrier pour rappeler les autorités françaises à Londres de faire ce qu'il fallait. Ce ne sera qu'à l'automne, vers le mois de novembre, que le ministre de l'Air français viendra visiter les équipages à Elvington. Il aura fallu quand même beaucoup de temps pour se rappeler qu'il y avait des Français engagés dans des missions extrêmement difficiles. Et qu'ils vivaient mal parce qu'ils étaient considérés comme des pilotes de second ordre. Ou des équipages de second ordre. Voilà, donc ça c'est pour vous illustrer aussi comment se faisaient les départs en mission. Ils étaient harnachés. Les missions étaient préparées dans la journée. Ils étaient appelés, et puis par tout un système d'alarme sur la base. Il y avait des débriefs par fonction. Et à la fin, tout le monde s'était retrouvé. L'intelligence britannique donnait les dernières conditions. La météo donnait les derniers états de la situation météorologique. Et puis ensuite, ils embarquaient. Et les mitrailleurs comme Marcel, comme vous voyez, étaient très harnachés sur les doigts. Il faisait moins 50 degrés en haut, pendant le vol. Il y avait 4 couches de gants. Et pendant plusieurs heures, il fallait scruter le ciel. Et c'est ce que m'a raconté Marcel. Et c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Les bottes étaient fourrées, comme vous voyez. Et c'était pas de trop. Mais c'était compliqué à bord parce que devant, on avait relativement 30 km de large sur 10 de profondeur qui partaient bombarder en Allemagne. Et ils se retrouvaient, ils partaient de différentes bases en Angleterre, se retrouvaient sur la mer du Nord, faisaient des zigzags pour dérouter les Allemands et puis foncer vers leur objectif. Et là, ils affrontaient la DCA, donc la défense antiaérienne allemande, puis la chasse allemande. Et puis il fallait faire attention à bien garder son cap, parce qu'au-dessus et en dessous, il y avait des avions, il fallait faire attention de ne pas s'entrechoquer. Il y a eu malheureusement énormément de collisions. Mais imaginez que pendant plusieurs heures, ces hommes étaient extrêmement concentrés, jusqu'à 12 heures quand même, c'est considérable, affrontant des dangers absolument incroyables pour aller remplir leur mission. Et ces missions, on disait qu'elles s'effectuaient sur la vallée heureuse. La vallée heureuse, les Américains appellent ça Happy Valley, les Anglais Happy Valley, c'était l'expression consacrée pour expliquer la nature des vols
parce qu'en pleine nuit, il faisait plein jour. Et ces avions étaient devenus des cibles poursuivis par des projecteurs allemands. Et dès qu'on était pris dans un projecteur, on n'était quand même pas très très bien. Et ce qui fait que sur le nombre d'équipages qui ont été engagés, il y en a 1 sur 2 qui a survécu. C'est la deuxième arme la plus meurtrie après les sous-mariniers allemands. Ça vous donne, il y a 55 000 aviateurs alliés, dont des centaines de Français, qui ne sont jamais revenus. Donc là, vous avez un exemple de l'avion. Les avions, les pilotes les changeaient très régulièrement, parce que quand ils rentraient de mission, ils étaient criblés d'éclats. Il fallait absolument les retaper, donc il y avait une rotation très forte. Et quand on regarde les états des missions et les carnets de pilotes, on s'aperçoit que quasiment ça changeait toutes les 2 missions. C'était absolument incroyable. Très très rares sont ceux qui ont réussi à garder pour une quinzaine de missions leur avion. Alors les missions, on appelait ça un tour. Le tour, c'était 33 missions, enfin un peu plus de 30. Les missions ont été catégorisées en fonction de la durée, de la distance, et on leur attribuait un certain nombre de points. Et au bout de 33 missions, donc un certain nombre de points, on passait son tour et on était rendu à d'autres missions. Pourquoi 33 ou 34 ? Parce que l'intensité nerveuse était telle qu'au bout de ce nombre de missions, on n'était plus tout à fait en condition pour pouvoir effectuer ce travail, qui était dantesque. Et ce que m'a raconté Marcel, ce que j'ai lu dans la littérature, c'est impressionnant. Survivre dans des conditions pareilles, il fallait rester fidèle à la trajectoire jusqu'au moment où on lâchait les bombes. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Sinon, on passait son tour, il fallait revenir. C'était encore plus dangereux. Et revenir tout seul, là, on s'exposait à la chasse allemande. Alors, après la guerre, enfin, à la fin de la guerre, une fois le tour passé, on continuait, quand on était dans l'armée de l'air, on continuait dans d'autres armes. Et là, en l'espèce, la continuation a eu lieu dans les transports. On a créé l'aviation de transport militaire en 1944. Et c'était tout à fait embryonnaire, et on l'a fait avec des pilotes qui avaient passé leur tour, pour l'essentiel. Et on l'a fait à bord d'avions qui ont été pris aux Allemands. Ici, c'est un Juker 52. Des avions qui ont volé quasiment à la fin des années 50. Et ces avions ont eu pour mission, d'une part, au fur et à mesure, de ramener des déportés, des prisonniers de guerre de toute l'Europe. Et là, les vols étaient extrêmement fréquents, quotidiens, lointains. De faire des navettes sur la Méditerranée et vers l'Afrique, parce qu'il fallait rétablir toute l'administration française sur cette partie-là du globe. Et donc ça se faisait à bord de ces avions, qui étaient de bons avions, très robustes, et qui avaient été pris aux Allemands. Et c'est de là qu'est née l'actuelle aviation militaire de transport. Bon, les bombardiers lourds ont fini leur mission fin avril 1945, quelques jours avant la fin de la guerre, et ont été basés à partir du mois d'octobre-novembre à Mérignac. Et à Mérignac, on garde toujours le souvenir de ces bombardiers lourds. Il y a un très joli petit musée, je vous engage à aller le voir. Et on garde la mémoire de ces groupes. Et il y a eu toute une série de réceptions à ce moment-là à Bordeaux. Et puis, quelques mois après, a été créée l'association des groupes lourds avec un insigne gravé au nom de chacun des membres des équipages.
Et cette association continue à vivre aujourd'hui en défendant et en illustrant la mémoire de ses engagements. Et ça a été une espèce de reconnaissance officielle, parce qu'il faut savoir qu'en 1945, il n'y a pas eu l'autorisation de survoler le défilé militaire du 14 juillet. Vous avez encore des petites bisbilles. Et là, ça a été une reconnaissance avec le ministre français, etc., etc. Et le commodore Sinclair, que mon grand-père avait connu, était là, était décoré un haut grade de la Légion d'honneur, et puis une série de reconnaissances, de distinctions qui ont été décernées ce jour-là. Là, le groupe Tunisie, c'est pour le moment la dernière photo des équipages de la guerre. A été reçu en 1946 à Tunis. Voilà, ils étaient un peu plus détendus que ce qu'ils avaient connu quelques mois auparavant. De 1945 à en gros 1950, il y a eu pas mal de livres qui ont été publiés sur tout ce qui a été vécu. C'était essentiellement des témoignages. Il y en a Vallée heureuse qui sera prix Goncourt en 1946, un livre de Jules Roy qui décrit tous les épisodes de bombardement. Un autre bouquin de Jules Roy qui est son journal de bord. Et puis d'autres ouvrages, dont un qui est un peu la mémoire du groupe Tunisie qui est ici, et d'autres ouvrages. Et après, il y en a eu très peu. Il y en a eu un au début des années 2010, récemment l'ouvrage que je viens d'écrire. Et donc il fallait, à travers cet ouvrage, rappeler ce qui s'était passé, ce qui avait été vécu pendant cette époque. Après la guerre, après l'aviation de transport, il fallait reconstruire l'armée de l'air. Ça, c'était l'état des bases en 1945-1946. Tout à l'heure, je vous ai montré la base d'Avord dans les années 20. Voilà ce que c'était devenu en 1945. Ça avait été annihilé par les bombardements alliés. Et l'armée de l'air, c'était pareil. En plus, et c'est un épisode que Marcel a bien vécu, il y avait beaucoup d'effectifs en 1945. Normal, c'était la guerre. Mais à partir de 1946, il a fallu réduire. Et ça ne s'est pas fait avec le doigt de la cuillère. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont été sorties de l'armée de l'air. Et après, ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Mais pour ceux qui restaient, il fallait reconstruire. Et donc, il fallait des instructeurs à avoir. C'était mon grand-père qui était le chef instructeur. Et il avait repris une façon d'enseigner qui datait des années 20, qui elle-même était issue d'un pilote du groupe Cigogne qui avait des petits cartons et qui, à travers des petits cartons humoristiques, enseignait aux élèves comment piloter, les réflexes à acquérir avant qu'ils n'aillent se former à bord d'un appareil. Ça, c'est une des dernières. La reconstruction est faite. Ça, c'est une cérémonie de décoration. Et en arrière-fond, vous avez là aussi des avions qui ont servi à former les jeunes pilotes, qui étaient des avions allemands, des Seibel, qui ont été utilisés jusqu'au début des années 50. Et c'est à bord d'un de ces avions que mon grand-père a été enseignant de mon père. Et ça a été la première fois dans l'histoire de l'armée de l'air qu'un père instruisait son fils. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres exemples derrière. Et c'était sur ce type d'appareil. Ça, c'est la cérémonie d'adieu. Parce que vous savez que les pilotes, au bout d'un certain âge, doivent cesser de piloter pour le compte de l'armée de l'air
Et donc, c'est le dieu aux armes. Mais la vie continue quand même, parce que quand on a la passion de piloter, c'est pas parce qu'on a 47 ou 48 ans qu'on est fini. Et donc, ça va être, j'en ai presque terminé, la participation à une nouvelle histoire avec l'arrivée des premiers gros avions américains issus des bombardiers stratégiques américains. Là, c'est le Stratoliner qui va être acquis par une nouvelle compagnie qui s'appelait Aigle Azur et qui va faire essentiellement ses vols vers l'Indochine. L'Indochine, fin des années 40, début des années 50, il y avait besoin de beaucoup de mouvements pour amener des troupes, du personnel, du matériel vers l'Indochine. Et c'est là que l'histoire va se terminer, à bord de cet avion dont on voit l'équipage sur le F-Best, et ça sera le dernier vol, le 14 juin. Voilà, je vous ai tout dit. J'ai essayé d'expliquer ce que comment Marcel a participé. Et je ne vous ai pas laissé souffler, mais si vous avez des remarques, des questions. En tout cas, Marcel, merci. C'est très expliqué, détaillé. J'ai pas apprécié. Je n'ai pas tout saisi, vous avez pu saisir l'essentiel. Mais d'après ce que j'ai compris, j'ai vu qu'il y avait eu des formations qui avaient été faites à l'étranger, membres de l'aviation. Bon, si ça vous a évoqué des souvenirs, c'est que quand vous survoliez l'Allemagne ou la Normandie. C'est le tour de livre. Merci beaucoup. Merci à vous.